tous et à toutes et bienvenue sur Et pourquoi, le podcast qui ne répondra pas à vos questions mais vous aidera à y réfléchir. Nous voilà dans la deuxième partie de l'épisode sur la note. Si vous êtes de retour après avoir écouté la première partie, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre attention et votre curiosité. Si vous découvrez ce podcast pour la première fois, je vous invite à écouter la première partie qui posait la question « Et pourquoi l'évaluation scolaire façonne-t-elle autant nos vies ?» Et si vous avez déjà écouté la première partie, déjà un grand merci. Vos retours et votre écoute sont une vraie motivation pour continuer à explorer ensemble ces sujets qui nous touchent tous. Dans la première partie, nous avons fait un état des lieux sur l'évolution des bulletins scolaires des années 90 à aujourd'hui, explorer les origines de l'évaluation scolaire depuis les bases posées par les jésuites jusqu'aux réformes récentes et l'impact de la numérisation avec des outils comme Pronote. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion en nous intéressant de près à la construction même des notes. Comment sont-elles élaborées? Quels éléments influencent leur attribution, parfois au-delà des compétences évaluées? Et que révèlent-elles ou non sur notre apprentissage? Autant de questions pour mieux comprendre cet univers complexe. Et pour démarrer à la manière d'un secret d'histoire, mais sans le talent de Stéphane Bern, je vais vous raconter les origines historiques de la note. Deuxième partie, évaluation mode d'emploi, l'histoire de l'évaluation. C'est en dessous du goudron, des pierres et des boiseries de l'actuelle université de Messine, en Sicile, que notre histoire commence. Sous cette construction datant d'après 1913 se trouvent les ruines de l'église Saint-Jean-Baptiste et son collège, construit en 1548 et plus connu sous le nom de Collège des Jésuites de Messine. Ignace de Loyola, qui est un peu le taulier des Jésuites, informe en 1556 que l'organisation de la pédagogie fera désormais l'objet d'un traité dissocié du règlement général du collège. Les Jésuites se réunissent, histoire de papoter ensemble de comment rédiger ce texte fondateur. Ils y arrivent en 1599. 43 ans après que notre bon Ignace en ait fait la demande. Autant vous dire que le concept de deadline, c'était pas un truc en vogue au XVIe siècle. Et autant lui donner un nom qui claque, le Ratio Studiorium. C'est le texte le plus ancien qui pose les bases de l'enseignement. Petit pavé disponible aujourd'hui chez votre libraire, et non, je ne plaisante pas, il est vraiment disponible aux éditions Belin, vous le trouverez pour une trentaine d'euros, et vous aurez 616 grammes d'écrits sur l'art et la manière de faire pédagogie. Quelques années plus tard, après que la méthode est bien infusée en Europe, nous sommes un mardi de 1890, en France, il fait un temps de merde, et dans un bureau du ministère de l'Instruction publique, Léon Bourgeois édite un texte officiel pour mettre de l'ordre et instaurer la note chiffrée de 0 à 20 dans les collèges et lycées. 78 ans plus tard, je vous laisse faire le calcul pour l'année, car je veux des auditeurs proactifs, un petit document va bousculer le paysage scolaire. Une circulaire est mise en place, et attention, accrochez-vous, c'est une circulaire qui fait que très probablement vos parents, s'ils avaient entre 11 et 18 ans en septembre 69, n'ont pas eu de notes à l'école. Dans les collèges et lycées, des lettres étaient utilisées pour l'évaluation. Petite parenthèse justement, j'ai demandé à ma mère le souvenir qu'elle en avait car elle avait 17 ans à ce moment. Et bien figurez-vous qu'elle m'a heureusement livré un témoignage puissant permettant un éclairage fort sur la situation à cette époque. Je tiens à la citer mot pour ne pas trahir ses propos. J'en sais rien, j'en avais rien à foutre. Je vous avais prévenu, c'était un témoignage puissant. Cette circulaire soulignait l'importance, je cite, des progrès de l'élève par rapport à lui-même et qu'il fallait surtout éviter de dramatiser la note. Bon, la plaisanterie n'a duré que 2 ans, puisqu'un président plutôt connu, il a même un centre à son nom à Paris, décide de revenir à la note numéraire. Edgar Faure, ce saltimbanque que mai 68 avait propulsé comme ministre de l'Éducation nationale, verra donc son idée d'une classification par lettres disparaître par la circulaire du 9 juillet 71, faisant revenir ce qu'il voulait éviter, je le cite, la dramatisation de la note. Et depuis 71, me direz-vous? Eh bien, pas grand-chose. Enfin si, mais des décisions plus structurelles que le sujet de fond qu'est l'évaluation par la note. Et après ce petit chapitre historique, nous allons passer au chapitre sur la fabrication de l'évaluation par indicateur numéraire. C'est le moment que vous attendez tous, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Je vais tenter de vous apporter quelques éléments de lecture sur la fabrication de l'évaluation par un indicateur numéraire, ou de façon plus courte et plus simple, comment se fabrique un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 10, un 14, un 18 sur 20.
Partons d'abord de l'idée commune que nous nous faisons tous sur la façon dont est construite une note lors d'un examen à l'école. La note, dans la grande majorité des cas, est le résultat d'un 20 sur 20 qui s'est vu amputé d'autant de points que l'examinateur aura, selon un barème, sanctionné par soustraction. De votre point de vue, vous, parents ou élèves qui regardez la copie, vous voyez sur cette feuille blanche une masse plus ou moins importante de rouge, signalant ici et là les erreurs avec des mots-clés indiquant, avec plus ou moins de précision, la raison de l'échec. Ici un ORTH, là un point d'exclamation ou encore des interrogations comme un « pourquoi ?», le sens, quand ce n'est pas simplement une ponctuation interrogative. Autant d'informations parsemées au gré de la copie. Et dans la marge, sur la ligne correspondante à l'erreur, des moins allant de 0,25 à 2 points. Certains professeurs prendront le temps d'écrire un commentaire plus complet en fin de copie pour que l'élève concentre son attention sur des points précis de connaissance qui étaient à mobiliser lors de l'examen. Mais voilà, l'arithmétique derrière la note est le fruit d'une vieille tradition française, celle d'être pratiquement toujours définie par votre niveau d'échec. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais François Dubé, ex-directeur d'études de l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, dans un interview sur France Inter en août 2020 à propos des inégalités du système scolaire. Pour avoir consulté quelques copies d'élèves, j'ai été surpris de voir que globalement, celles-ci ne se différenciaient pas beaucoup de mes copies. Plus de 20 ans séparent ces documents et je retrouve encore une fois ce rouge qui me semblait à l'époque relever de la sanction, de la punition. Et lorsque j'en discute avec les élèves d'aujourd'hui, force est de constater que la réception faite est du même ordre. J'ai eu l'occasion d'interroger une élève sur la perception qu'elle avait de ses devoirs rendus par l'enseignant et voilà ce qu'elle m'a répondu. Je regarde la note, j'essaie de comprendre les annotations, mais très rapidement, je passe au devoir suivant en me disant qu'il faut que je travaille plus. Résultat, elle travaillera effectivement plus, mais quand je lui demande sur quoi elle travaillera plus, elle m'avoue que ça dépend du niveau de détail fourni par le professeur, qu'elle n'a pas le temps de chercher les points précis à corriger, et se contente alors du commentaire global quand il existe. Elle conclut en me disant « J'ai mal fait, je ferai mieux la prochaine fois ». Il y a dans ce constat une certaine forme de fatalité. J'ai ce souvenir, peut-être vous aussi, du passage du professeur dans les rangées de la classe, le paquet de copies corrigé à la main. Il arrivait aussi parfois qu'il soit distribué par un élève, ou encore que le paquet circulait entre toutes les mains. Dans tous les cas, je revois les regards cherchant d'un coup d'œil rapide à évaluer la quantité de rouge présente sur les copies. Plus la copie était rouge, plus la chance d'avoir une mauvaise note était grande. Pour finir sur le rouge, et afin que vous ne vous imaginiez pas que je fasse une fixette sur la couleur de la correction, et vous entendre déjà dire « c'est quoi, il faut mettre les copies en violet, en orange ?» Jean-Pierre Astolfi, universitaire, chercheur, auteur de nombreuses publications pour les cahiers pédagogiques, soit le mec qui maîtrise le sujet, évoque dans son livre « L'erreur, un outil pour enseigner » le syndrome de l'encre rouge. Il y explique, s'incluant lui-même dans l'analyse, que l'enseignant se doit de souligner, de matérialiser la faute avant même de savoir si cela aura quelque utilité en termes didactiques. Au gré de mes différentes lectures et recherches, un point revient régulièrement pour dire que d'une manière infime, mais bien présente, des éléments hors compétences pures peuvent influer de 0,25 à 1 point une note. Conscient ou inconscient, bonus ou malus, ces petites variations participent, qu'on le veuille ou non, à la fabrication de la note. Il existe tout un tas de situations qui illustrent cette frontière du conscient-inconscient. Certaines vous rappelleront de bons souvenirs et d'autres moins. Je vais commencer par celui-ci, évoqué par de nombreuses études et rapports. Jouons un peu avec une devinette, histoire de créer un peu d'interaction virtuelle avec toi, auditeur. Elle est facile, promis. Tout le monde peut jouer, que vous soyez né dans les années 80 ou en 2020. Vous avez sûrement la réponse. C'est parti. Quelle est l'activité que vous avez faite chaque année, activité que vous retrouviez généralement dans la première semaine de classe, collège et lycée confondus, activité que chaque professeur vous faisait faire à la première heure de cours du début d'année. Mais si, vous savez, ce truc où on savait que ça allait nous faire perdre du temps, ou en tout cas la première heure de cours. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont déjà trouvé. Certaines d'entre vous l'ont oublié, d'autres ne pourront jamais l'oublier, certains n'en avaient rien à faire, d'autres la redoutaient. Il s'agit de la fiche de renseignement. Dans différents ouvrages et revues, Pierre Merle, sociologue et professeur émérite d'université, interrogeant plusieurs professeurs de classe de première et terminale,
et se penchant sur leur rapport avec ce document le confirment. Les fiches de renseignement participent à l'évaluation sociale et peuvent jouer sur l'évaluation numéraire. L'opinion qu'un maître peut faire des renseignements sur la situation d'un élève et ou son antériorité scolaire peut jouer. Et je vais le répéter encore et le souligne à mon tour au feutre rouge, c'est une variation de l'évaluation qui peut être consciente ou inconsciente. Je vais illustrer mon propos avec un autre exemple qui participe à la construction de la note. Ne vous est-il pas déjà arrivé qu'un professeur, voyant les résultats généraux de la classe, décide tout simplement d'annuler l'évaluation, réalisant que son épreuve était trop difficile ou à l'inverse trop facile ? Autre exemple, un enseignant pourra à l'élève qui, courageux, assume l'incompréhension d'une consigne, demander plus de précision au maître qui lui livrera explications et conseils individuels. Il sera aussi juge de décider si une petite tricherie observée vaut le coup d'être sanctionnée. Temps supplémentaire ou renvoi à la copie sont autant d'actions possibles au moment du devoir de classe que nous avons tous et toutes vécu dans nos scolarités. Tous ces éléments participent à ce qu'Astolfi appelle la vérité des notes. Et nous touchons ici du doigt l'exercice périlleux de la correction, car il s'agit bien pour l'enseignant d'un exercice. Comme un équilibriste sur un fil, l'enseignant peut d'un 0,25 au 1 infléchir la note pour qu'elle reflète davantage une vérité éducative qu'un coup de mou décelé par l'enseignant chez l'étudiant. Je reviendrai sur l'exercice de la correction un peu plus tard. Du côté de l'élève, il y a aussi à dire. Celui-ci aussi influe sur son évaluation de façon consciente. Je pourrais même dire de façon stratégique. Alors, je vois déjà les sceptiques me dire « Bien sûr qu'il influence sur sa note, il suffit qu'il apprenne et qu'il fasse ses devoirs. » Eh bien, c'est plus subtil que ça, même s'il y a un peu de ça. Les sociologues ont observé un phénomène intéressant, celui de l'apprentissage par l'élève du fonctionnement du système de notation et d'orientation par la moyenne. Philippe Perrenou, dans son ouvrage « La fabrication de l'excellence scolaire », souligne que l'élève conscientise parfaitement la mobilisation de savoir au moment adéquat pour produire un niveau de connaissance suffisant pour réussir un test. Il peut ainsi graduer son effort en fonction des objectifs qu'il souhaite atteindre. Évidemment, cela touche principalement les élèves qui ont plus de facilité et une idée précise du parcours qu'ils souhaitent prendre à l'avenir. Mais la pratique existe. Bien que ce soit à la fois marginal et influençant de peu le nombre de points en plus ou en moins, l'élève devient dans ce cas un consommateur de sa scolarité. Ces exemples côté prof et élève participent à faire varier de façon aussi minime soit-elle la note sur des données qui vont au-delà de l'évaluation d'un niveau de compétence. Mais la vérité est que sur des notes comptabilisées à la décimale près, dans un classement, le 0,27 sera toujours derrière 0,28. Et coucou Parcoursup. Ainsi, de ce point de vue, l'examen de fin de cycle, le brevet, le bac, devient l'élément le plus neutre. Les copies étant anonymes, l'examinateur ne peut pas avoir d'autres éléments de notation qu'une copie, car il ne risque pas de connaître l'attitude et la stratégie que l'élève a manifestée pendant son année scolaire. Après cette longue séquence sur le dessous des notes, revenons sur le maître et l'évaluation ou l'impératif du parfait imparfait. Je vous avais dit plus haut que je reviendrai sur la notion d'exercice de la correction. Nous y voilà. Toujours selon J.P. Astolfi, l'exercice de la correction par l'enseignant, et je le cite, touche à l'identité professionnelle, à l'idée que nous nous faisons de l'action. Les élèves verront au moins que j'ai corrigé. Peut-être aussi les parents et l'administration dont on craint à juste titre le jugement. Et si par malheur, on avait laissé passer des fautes. Le professeur dans cet exercice, en plus d'évaluer, a le sentiment d'être lui-même évalué, car les fautes qu'il relève sur une copie participent aussi à sa propre capacité à faire comprendre son savoir. De façon plus générale, il est quasi impossible d'avoir une action pédagogique sans créer une hiérarchie aussi informelle soit-elle. Comme le souligne Perrenou, lorsque plusieurs personnes se livrent à la même activité, les unes paraissent s'en tirer mieux que les autres. Dès lors, les maîtres souhaitant diminuer au maximum le sentiment de hiérarchie s'efforceront au mieux de mettre en avant d'autres formes d'excellence chez ceux qui seraient à la peine, et même s'ils ne sont pas évalués de façon formelle, ils éviteront de donner plus d'opportunités aux meilleurs de prouver qu'ils sont les meilleurs. Le professeur qui obtient en début d'année et ou au gré des échanges des informations sur l'élève, qui lui dessine plus ou moins facilement des ambitions et un projet d'études, peut, par ses actions, donner le coup de pouce nécessaire. Perrenou qualifiant cette action de « jugement intuitif de l'enseignant ».
En hommage au personnel de cantine, dont vous garderez plus ou moins un bon souvenir, vous reprendrez bien un peu de rap de Péronou, qui fait une remarque intéressante sur la relation entre l'école et l'élève à travers l'évaluation. Vous vous souvenez plutôt, je vous disais que l'élève pouvait devenir consommateur de sa scolarité. Eh bien lui, il part du constat historique que du Moyen-Âge jusqu'au début de l'Ancien Régime, l'étude était une véritable préparation à la vie. La réussite importait bien moins que l'enseignement lui-même. Et évidemment, les maîtres avaient un rôle de transmission de savoir plus que d'évaluateur. Revenait alors aux familles la responsabilité de décider l'arrêt ou non de l'enseignement d'un maître pour éventuellement en chercher un autre qui apporterait d'autres connaissances ou des connaissances complémentaires à un niveau supérieur. Il conclut en disant que du côté de l'élève et la famille, l'auto-évaluation l'emportait sur l'évaluation. C'était une vision très personnalisable du parcours de l'étudiant. C'est aujourd'hui une situation bien plus complexe qu'on observe sur le rapport de l'élève à l'école par l'évaluation. L'école, devant gérer des classes de plus en plus nombreuses, a dû globaliser son système. L'ensemble du parcours définit clairement ce que la masse des élèves doit maîtriser en mettant en place différents jalons de contrôle. Le parcours se segmente par filière, dont la direction se fait de plus en plus tôt. Direction qui se prendra en grande partie sur la base de vos évaluations, plus qu'un désir, si tant est que vous en ayez déjà défini un. Aujourd'hui, c'est à peu près à l'âge de 14-15 ans qu'un enfant entendra pour la première fois « L'année prochaine, il faudra que tu me dises ce que tu veux faire ». Alors évidemment, si comme certains, vous aviez une idée claire de ce que vous vouliez faire, c'est parfait. Mais combien ont eu le sentiment face à ce choix d'être face à une immense forêt dans laquelle on demanderait sentier de gauche ou sentier de droite? Et encore, quand ce n'est pas une autre autorité qui choisit pour vous. Ces filières norment l'évaluation et la demande de certification, de compétences pour le marché du travail ou d'autres écoles, et recoucou Parcoursup, conditionne forcément le regard de l'élève à son évaluation et sa manière de prendre l'information qui lui est donnée au moment du rendu de la copie. L'élève qui aura une vision claire du parcours qu'il veut pour lui jugera sa réussite en fonction des critères qui l'intéressent. Celui qui n'a pas de vision sur son parcours se verra livrer une interprétation de ses résultats par le corps éducatif et familial qui, au mieux, ne lui correspondra simplement pas et au pire, lui fera sentir implicitement qu'une décision approche et qu'elle doit être prise rapidement pour son orientation. Sur mes 2 dernières années de lycée, quand les feuilles d'orientation ont commencé à circuler, et oui, Parcoursup à l'époque n'existait pas, je rendais copie blanche. Conscient que ce choix définissait mes prochaines années, l'idée me paralysait. Malgré l'insistance des professeurs, je refusais de remplir quoi que ce soit. J'ai fini convoqué chez le CPE. Avais-je fait une bêtise? Parce que pour moi, voir le CPE, c'était forcément ça. Non, on voulait simplement comprendre pourquoi je ne choisissais rien. Mon explication? J'en étais incapable. Puis, direction le bureau de l'approviseur. Là, la sentence, il fallait faire un choix. Pas d'alternative, pas de plan B. Ce moment m'a marqué. Dernier rappel du poids d'une institution démunie face à des élèves comme moi et où l'évaluation peut rentrer en désaccord avec une orientation à peine définie à un âge où les certitudes ne sont pas chose acquise. On vient de retracer l'histoire de l'évaluation, décortiquer la fabrication des notes et explorer leurs enjeux. Oui, c'était dense, un peu comme un manuel scolaire en version podcast, mais rassurez-vous, on y est, place à la conclusion. Pour être transparent, j'ai appelé cette section « On fait quoi maintenant ?» Et je sais que vous attendez des idées concrètes, mais rien n'est simple. Chaque piste a ses avantages et ses inconvénients. Dans mes recherches, un directeur adjoint de lycée m'a confié que tout ce qu'on a évoqué ici était déjà bien connu, mais que le chantier est immense, trop même, pour être intégré aux tâches quotidiennes sans un effort collectif. Il faudrait réunir des enseignants sensibles à ces questions pour repenser l'évaluation et la pédagogie. Mais ce groupe, bien que nécessaire, pourrait être vu d'un mauvais œil par d'autres, craignant pour leur liberté pédagogique. Difficile de leur en vouloir, tant ces habitudes sont ancrées dans un inconscient collectif éducatif. Pour conclure ce premier épisode, il y en a à dire. Je vais démarrer comme ça. Tout d'abord, j'entends déjà certains se dire « Pourquoi il n'a pas parlé de ça et ce point-là ?» Je vous entends et je suis d'accord. Je le répète et vous en ai fait l'aveu en démarrant l'écriture de cet épisode, j'étais très loin d'imaginer le nombre de sujets plus ou moins polémiques et sensibles auxquels j'allais me frotter. Le corps enseignant, les outils, les élèves, les parents, et j'en oublie, ils sont nombreux les ouvrages ayant chacun tiré le fil d'un point spécifique qui entoure l'évaluation scolaire et toutes les ramifications qu'il y a en amont et en aval. Mon idée, lorsque j'ai commencé à écrire cet épisode, était de vous fournir des éléments de réflexion, de décryptage,
sur la façon dont vous pouviez, vous, élève ou ancien élève, vous redéfinir par rapport à une note ou à un ensemble de notes. Comment, par la force de l'évaluation, vous vous êtes forgé une croyance qui vous aurait limité dans vos choix. J'imagine que parmi vous, certains, à un moment donné de leur parcours, se sont dit « À quoi bon prendre ce chemin ? De toute façon, je ne suis pas bon. » Moi, par exemple, ça a pu être le journalisme. À quoi bon ? J'étais nul en orthographe. Ou plus tard, architecte. À quoi bon ? J'étais pas suffisamment doué en maths. Au début de l'épisode, je vous avais parlé d'une anecdote sur ma note en orthographe. En fouillant mes bulletins, j'ai retrouvé celui de fin d'année de CM2. 9 sur 10 en orthographe. Puis celui du premier trimestre de 6e, 6 mois plus tard, 2 sur 20. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? L'eau de mer, le soleil, un changement d'école ou juste l'insouciance d'être un grand ? Impossible de refaire le film. Mais cette chute brutale et l'évaluation qui en était faite, juste aux yeux de mon enseignante, incompréhensible et sans pédagogie de compréhension à mes yeux, m'a marqué au fer rouge. C'est à ce moment que j'ai commencé à croire que l'écriture n'était pas faite pour moi. Nul j'étais, nul je resterai. Une petite note, et pourtant, quelle conviction elle a semé en moi. C'est le point de vue de Philippe Pernoud, qui fait un parallèle avec l'analyse du psychiatre Thomas Szasz, expliquant comment, et je cite Pernoud, les organisations peuvent imposer la réalité. Si je te considère comme un mauvais élève, tu risques fort de te traiter comme tel. Je finirai avec un texte doux et poétique de Philippe Mérieux et Michel Develay dans « Émile revient vite, ils sont devenus fous ». Il ne suffit pas de faire le chemin à côté de celui qui apprend. Le fait que le guide connaisse l'itinéraire ne supprime pas les terreurs qui naissent au regard de paysages et de formes inconnues. Le fait que celui qui est à vos côtés vous explique qu'il a fait 1000 fois le chemin ne lève pas l'inquiétude de ne pas en être soi-même capable. Et puis vient toujours un moment où le guide vous laisse seul avec votre peur, où toute votre volonté se tend dans un geste impossible, où vous n'êtes plus qu'un pied qui ne peut s'arracher du sol, qu'une main qui ne peut s'arracher de la paroi. Plus rien à ce moment n'existe autour de vous. Vous n'entendez ni les propos rassurants de vos camarades, ni les encouragements du guide, ni les menaces des responsables de l'expédition. Vous êtes seul avec un rocher, un chemin, un mot. La fatigue vous submerge. Vous vous agrippez à votre mot, à votre énoncé, à votre idée comme à une branche que vous ne voulez pas lâcher. Ce détail insignifiant prend des proportions énormes. Vous ne voyez plus que lui, vous ne bougez plus. Vous voudriez tourner les talons, puis, tout à coup, vous trouvez le courage de vous lancer. Vos yeux courent sur la page jusqu'à ce qu'ils trouvent une expression où se fixer. Ils s'y attardent et, de là, vont explorer les alentours. Votre pensée se dénoue, abandonne les vieilles représentations sur lesquelles elle était fixée, elle se détend et agrège quelques parcelles de nouveauté, surpris que la chose, à tout prendre, ne soit pas plus difficile. Avant les mots qui clôtureront chaque épisode, je tiens à remercier Florent, qui, sans que vous vous en rendiez compte, a rendu votre écoute plus douce à vos oreilles par le travail minutieux de mixage qu'il a fait. Et je n'y serais pas arrivé non plus sans l'aide fantastique de Stéphanie, la compositrice de la superbe musique qui accompagne chaque épisode. Un immense merci à eux deux. Nous voilà à la fin de cet épisode. Alors, je n'ai sans doute pas répondu à la question, mais je vous ai peut-être aidé à y réfléchir. À bientôt, merci.